En 1945, sur la population active française, il y a 30% de paysans. Aujourd'hui, il y en a 3. On va même prendre le terme biblique d'exode pour parler d'exode rural. Regardez, là, le village, nous on est là, jusque là-bas, loin, chez Arlette, là-bas, il n'y a plus personne. L'agriculture triomphante s'est bâtie sur une forte élimination en nombre d'autres agriculteurs. On ne fait plus de l'agriculture pour simplement nourrir l'humanité, mais on fait de l'agriculture pour gagner de l'argent. C'est vrai qu'après, on entend dire dans la rue, de toute façon, les paysans, vous êtes des chasseurs de primes, vous êtes là pour les primes. C'est une image qui est difficile à vivre, hein. Parce que très souvent, quand même, oui, l'histoire des subventions revient assez souvent, quand même, quoi. Hein. Que les gens disent, de toute façon, ils ne vivent pas de leur métier, ils vivent que de subventions. En 60 ans, les paysans français ont découvert qu'ils n'étaient pas seuls au monde, mais que ce monde lointain, de la bourse de Chicago aux crises céréalières en Australie, conditionnait leur production, leur vie, leur travail, leurs revenus. Ce monde, ils le découvrent aussi par la nécessité désormais de diversifier leurs activités. Vous savez, moi j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir des gens parce que j'ai fait un gîte rural. Les gens y viennent parce que le gîte est beau, mais ce qu'ils retiennent le plus, c'est le contact avec les paysans, avec la famille d'agriculteurs. Ce qui leur plaît le plus, c'est d'aller voir la traite, c'est de boire du lait chaud, c'est de boire du lait froid, c'est de comprendre pourquoi c'est comme ça. Et moi, je peux vous dire que ce qui me plaît le plus, c'est de rencontrer des gens dont je n'avais pas imaginé les conditions de vie, que je n'avais pas imaginé les difficultés d'activité, que je n'avais pas imaginé les angoisses, les inquiétudes. Finalement, ils me font du bien, ces gens que je rencontre, parce que je me dis que je ne suis pas seul avec mes problèmes et qu'il y a des tas de problèmes ailleurs et que finalement, si on voulait bien regarder les choses, on n'est pas si malheureux, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce métier que personne n'a envie de faire, que tout le monde décrit c'est pas possible, il va falloir faire un truc, quoi, là. C'était quoi le regard des autres? Les paysans sont des ploucs. Les paysans sont des bons à rien, les paysans sont des cutéreux. C'est ça, en 68... je veux dire, la paysan, c'était quand même pas, la mode. Hein. On pouvait revenir à la nature, on pouvait revenir à la fleur au fusil, mais les paysans, c'était pas terrible. Longtemps, le paysan a été vu comme un plouc. De plus en plus, une France urbanisée qui découvre l'environnement et regrette le passé rural qu'elle n'a pas vécu, va le voir comme un pollueur. Avec la course au rendement, les agriculteurs français se sont en effet convertis très vite au désherbage intensif et à la chimie fine. C'était le boom des phytosanitaires. Alors les désherbants, alors là il y a eu une explosion des produits phytosanitaires sans grande précaution. Mais comme on était complètement ignorants, on y allait gaiement. Hein. Il y avait des techniciens qui étaient venus, qui venaient, moi, j'avais fait des essais d'engrais de potasse d'Alsace. D'ailleurs, je suis allé, ils m'ont amené visiter les potasses d'Alsace. Bon, à l'époque, on commençait à mettre un peu du superphosphate qu'on appelait, mais on en mettait comme du poivre à la soupe, comme on dit. Ben, nous, on savait, puis on mettait l'engrais, puis ça poussait. Hein. On s'apercevait que bon, ça facilitait quand même la vie. Si on voulait produire, c'était la seule solution. J'ai une petite tache sur mes poires, quel produit il faut que je mette, ou mon maïs il devient bleu, quel engrais il faut que je mette et dans combien. Le vendeur il vous faisait la prescription. Hein. On discutait technique. Vous voyez, il faut tant d'unités d'acide phosphorique, tant d'unités de potasse, tant d'unités d'azote. Alors on regardait avec l'agriculteur et puis après, je donnais mon point de vue. Voilà, j'essayais de passer par le côté technique pour pouvoir récupérer une commande, quoi. C'est un chemin de peur. Si tu ne mets pas cet engrais,
tes plantes ne pousseront pas, elles ne produiront pas. Mais maintenant, on prend des tas de produits qu'il faut prendre pour une chose, pour une autre. On ne sait pas si ça fait de l'effet, mais enfin, on les emploie quand même. Il faut ce qu'il faut, mais il ne faut pas plus non plus. Hein. C'est comme quand vous êtes malade, hein, vous prenez des antibiotiques quand il y a besoin, mais vous n'allez pas en prendre toute l'année non plus. J'ai vu des commerçants, un petit dé, hop, juste un petit dé, regardez, moi je le bois, c'est biodégradable, je suis en bonne santé, il n'y a pas de problème. Et c'était un argument de vente. C'est sûr que les vendeurs étaient là pour vendre et leur disaient de mettre plutôt plus que de mettre moins, quoi. Hein. On est responsable de ce qu'on fait. Moi, je vais les conseiller, ok, mais moi, j'ai toujours assumé ce que je fais. On ne connaissait pas du tout les conséquences sur certains produits comme les triazines. Par exemple, les désherbants maïs, c'est ce qu'on appelle les triazines. On ne savait pas du tout que ça allait dans les nappes souterraines, qu'on retrouverait ça dans l'eau. On ne savait pas tout ça, c'est comme l'amiante. S'il y avait, voilà, on ne savait pas tout ça, tous ces produits. Bon, en plus, en tant qu'utilisateur, s'il y en a qui pourraient le plus se plaindre de ça, c'est bien nous, parce que bon, il est clair qu'on en avale un peu du produit, hein, c'est un fait. Hein. Alors à l'époque, encore plus, certainement, quoi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le kit de protection, hein, c'est cosmonaute. Hein. Moi, mettre un masque avec des lunettes, je vous garantis que soit on enlève le masque, soit on enlève les lunettes, parce qu'en fait, on ne voit plus rien, quoi. Donc, vous ne pouvez pas travailler avec des gants. Hein, ça, c'est bon pour les Parisiens. N'oubliez pas que les paysans sont malades, très malades. Hein. Leur état de santé, c'est une catastrophe. Hein. Moi, j'ai un frère, le frère qui était avec moi, il a la maladie de Parkinson. Parce qu'il a produit des fleurs et qu'il utilisait des pesticides à tout va. À 52 ans, maladie de Parkinson. Donc, et des gens comme lui, dans l'agriculture, il y en a des milliers. Mais ça, on ne vous le dit pas. Le pire, c'est les insecticides. Hein. Les insecticides, je peux éviter, je ne fais pas. Ils sont forts, hein. Ils sont forts, ils sont nocifs. Ils piquent la peau. Oui. C'est vrai, puis tout le monde le dit. Il y a 4-5 ans, j'avais 15 essaims d'abeilles. Aujourd'hui, j'en ai plus que 3. Tout dit, ils crèvent comme ça les uns par les autres, quoi. Alors, ça va-t-il s'arrêter, je l'espère, mais c'est pas sûr. déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a jamais employé des produits qui n'étaient pas autorisés. Parce que, bon, souvent, on accuse l'agriculture, mais bon que... Et là, on leur dit, vous avez le droit d'utiliser ce produit à telle dose à l'hectare. Donc nous, on l'utilise. On n'a pas l'impression d'être des hors-la-loi en utilisant ça, bien au contraire. Des trucs qui ont 30 ans, 40 ans d'existence, ils sont interdits aujourd'hui. Donc pourquoi ils sont interdits? C'est qu'ils sont nocifs, plus que nocifs. Quand je regarde, par exemple, donc le bouquin de produits de phytosanitaires avec tous les produits, les doses homologuées, entre moi, à mon travail, j'ai le 2002 et le 2009. Le 2002, il est épais comme ça. Le 2009, il est épais comme ça. C'est un changement énorme. Il y a énormément de matières actives, énormément de produits qui sont passés à la trappe. Alors là, il y a quand même eu de la part des fabricants beaucoup de... Bon, l'appât du gain. Hein. Quand on avait bien travaillé, qu'on avait vendu leurs produits, ça se passe pareil dans d'autres... dans la pharmacie, quoi. Mais bon, on avait droit des fois à des points, un voyage ou des choses comme ça. J'ai fait le tour du monde, quand même. Si, ils s'en rendent compte, mais il y a des intérêts. Les marchands de pesticides et tout le bazar, ils donnent des primes à tous ces gars-là. C'est ça, c'est la mafia, ça. C'est un genre de mafia, ce truc-là. Si, moi je vois ça comme ça, hein. Je peux me tromper, mais... Moi, j'ai vu des géraniums sur la fenêtre d'un particulier qui était passé au paraquat parce que l'avion, il avait lâché son truc un peu tard, quoi. Ah non, mais là, ça a été le summum, le paraquat par avion. Mais après, il est quand même arrivé dans les dernières années, à partir des années 88-90, où pertinemment on savait qu'il y avait des produits qui n'étaient pas bons. On essayait de ne pas les employer, mais on nous poussait parce que au lieu de 100 francs hectares qu'on dépensait, qu'on vendait, parce que nous on les vendait, hein, on passait à 200. Donc le chiffre d'affaires montait, la marge montait et tout, quoi. Si, mais ça, j'avoue que là, j'étais pas très à l'aise. Alors on accuse souvent les paysans de polluer. Ah ouais. Mais qu'ils arrêtent les fabricants, nom d'un chien de merde. Pourquoi que ces gens-là, ils ont le droit de vendre des produits qui vous empoisonnent? J'ai ma responsabilité dans l'affaire. C'est bien de le reconnaître. Ah bah oui.
gens, ils achètent les produits dans les supermarchés et puis ils mettent un verre dans le petit pulvé et puis hop, ils en remettent encore un. Et là, c'est ce qu'on met à l'hectare. Qu'on vienne plus m'emmerder. Dans les villes, les squares, les jardins, les allées, il ne faut pas qu'il y ait une herbe. Le long des rues, il ne faut pas qu'il y ait une herbe. Sur le trottoir, il faut qu'il y ait une herbe. Chut, et allez. Alors, oui, stop, arrêtons. Les bords de route, toute la nationale, tout ça, quand on voit les camions orange, ils arrosent plutôt avec du désherbant. Alors, il faut arrêter de critiquer toujours. Qu'on arrête de nous prendre pour des billes. Alors, qu'on soit pollueur, oui. Comme tout le monde. Oui, je suis pollueur comme n'importe quel autre citoyen. Le truc de pollueur, oui, ça me fâche. Ça vraiment que ça me fâche. Le regard a changé sur le monde agricole quand probablement la société au sens large n'a plus eu conscience de la notion de faim. Les gens qui étaient issus des générations qui ont vécu jusque dans les années 70 avaient connu à un moment ou à un autre, dans une partie du pays ou même directement, cette notion de faim, y compris pendant la guerre, 39-45. Et dès l'instant où effectivement on avait la profusion quasiment dans le supermarché du coin ou ailleurs tous les produits qu'il fallait pour se nourrir sans difficulté, sans se poser la question d'où ça venait et à quelles conditions c'était produit, et bien effectivement cette notion de la liaison avec le milieu agricole, elle s'est distendue. Et puis en plus, mais on le retrouve dans notre pays, mais peut-être chez nous plus qu'ailleurs. On aime bien se retrouver à la campagne, on aime bien avoir des racines rurales, des racines campagnardes. On critique, on met sous le pied, mais après on aime bien que ça ressurgisse cette racine et qu'elle pousse et qu'on la retrouve. Humainement, c'est ça. Quelque temps après, au marché, j'ai été accosté par un grand type qui avait un baratin terrible. Nous sélectionnons quelques jeunes agriculteurs pour leur offrir l'occasion d'un investissement exceptionnellement rentable et à des conditions qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Je pense que ça devrait vous intéresser. C'est-à-dire que on avait pensé monter un poulailler. Ah, c'est bon ça. Et avez-vous pensé à un atelier de porc? Non. Pourquoi? Parce que le poulailler, c'est bon, mais l'atelier de porc, c'est extra. Les démarcheurs, ils reviennent à la charge en faisant ce discours ou en tenant à peu près ce langage. Vous gagnez beaucoup d'argent avec vos 30 truies, mais vous en feriez 100. Vous gagneriez 3 fois plus. C'est le basculement de la production porcine autonome à la production porcine industrielle, hors sol. Plus du tout de litière. Les cochons sont sur leur propre fosse à déjection. Il y a des barres en béton, on appelle ça des cailloutis, et les animaux, au fur et à mesure qu'ils font leur déjection, ça tombe dans la fosse en dessous. Est-ce que ce lisier, ce truc noirâtre, liquide noirâtre, est-ce que pour la fertilité de nos terres, c'est la même chose que le bon vieux fumier? Pour nous, c'est notre or noir à nous. Notre or noir à nous. En fait, moi, j'ai 300 hectares de culture. Eh bien, depuis 17 ans, je n'ai pas acheté un seul kilo sur ces 300 hectares d'acide phosphorique et de potasse. On ne les met pas dans des cases pour les brutaliser, pour leur faire de la misère, c'est uniquement parce que nous, la vie est plus importante que la mort. Quand on arrive le matin et qu'il y a 5 ou 6 petits cochons de mort, à choisir entre le bien-être de la truie et le bien-être des petits cochons ou de la mort des petits cochons, on choisit vite. C'est la fin surtout du bien-être animal, parce que, me fait mal voir quand je dis ça, mais c'est quasiment incroyable qu'une génération comme la mienne, qui a été formée à la fameuse jeunesse agricole catholique, et derrière ça, c'était l'humanisme intégral de Maritain, Jacques Maritain. C'était Emmanuel Mounier, personnalisme. C'était ça notre formation. Comment se fait-il que cette génération a plongé aussi facilement dans l'élevage industriel? Les poules en cage, c'est affreux, mais c'est affreux, c'est innommable. 5 poules à notre petite cage comme ça, juste le bec qui sort en haut.
Incroyable. Parce que quand on se conduit comme ça, avec ses propres animaux domestiques, hein, ses amis en quelque sorte, ses compagnons tous les jours, ben on peut se conduire aussi comme ça avec les frères les hommes. C'est vraiment le camp de concentration. Quand on a connu le Fordisme dans l'industrie automobile, on a voulu inventer le même modèle pour l'agriculture. Sauf qu'à un moment, ça fracasse. Pour le petit agriculteur qui voit la cathédrale qui est là aujourd'hui, ça paraît... Non, ça devient des choses... C'est vraiment... ça fait un peu peur, mais bon. On a une filière qui est devenue leader mondial. Nous avons pris un virage extrêmement clair dans les années 80 environ, 80-90, c'est de positionner toutes les filiales de transformation en sociétés anonymes de droit commun, ce qui les met à parité avec le monde concurrentiel et qui permet d'autre part de réaliser des acquisitions ou des alliances, car on s'allie plus facilement avec des gens de même statut. Sur cette zone géographique vient de se créer une unité de production d'éthanol avec une ligne betterave, une ligne blé. Je suis furieux, mais furieux, contre ceux qui achètent des milliers d'hectares ou les louent pour produire des carburants. Comme si la voiture était aussi précieuse que l'homme. Elle ne le sera jamais. Et l'agriculture a une vocation première, c'est la vie humaine. Que ce soit blé tendre, blé dur, mon maïs, les pois et tout ça, je vais pratiquement tous les jours sur Internet voir les cours des céréales de la veille, suivre le marché et tout. Par l'intermédiaire de leur coopérative, les agriculteurs ont eu cette vision d'un nécessaire marché mondial. La planète céréales, c'est effectivement quelque chose qui leur parle aujourd'hui. Une sécheresse en Australie, il y a un manque ou trop de chaleur en Ukraine et tout ça. Et tout ça, ça fait que les cours évoluent. En plus, maintenant, il y a un peu la bourse qui joue un peu là-dessus aussi. Donc, on est obligé de tenir compte de tout ça. Donc, moi, pratiquement quotidiennement, je vais voir et en fonction de ça, je vends mes céréales ou je ne les vends pas. Mais c'est intéressant, ça fait partie de l'intérêt du métier. Moi, c'est ce qui me plaît dans ce métier d'ailleurs, c'est justement de toucher à tout, quoi. Actuellement, on a autour de 870 bêtes taurillons. C'est que de l'engraissement. Donc, on achète les broutards qu'on appelle, c'est-à-dire les veaux qui sont sevrés de la mer. Et puis on les engraisse. Qu'on ait un outil pour 200 taurillons ou 900, la contrainte est la même. C'est pas comme un bœuf à l'herbe qui peut être nourri sur 3 ans ou 2 ans. Nous, c'est 10 mois. En 10 mois, il faut qu'il soit... Bon, c'est l'intensif, si on veut. Mais... Quand ils partent à l'abattoir, ils font 750 kilos. Et ici, toute l'installation est faite pour qu'on puisse manipuler les animaux tout seul. Un homme tout seul peut manipuler les animaux, avec tout le système qu'on a fait de contention. On a demandé à un agriculteur de produire un animal en 120 jours, au lieu de le faire en 180 jours, voire plus. On a demandé aux agriculteurs de produire des taurillons en 18 mois, au lieu de faire des bœufs traditionnels en 36 mois. Et moi, je veux bien, mais je ne suis pas contre ça, mais alors on en arrivait où? À manger de la saloperie. Au début, c'était des hormones. Les gens ne savaient même pas ce que c'était. Vous voyez bien un produit blanc, là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était des hormones. Et tu avais des bestioles qui... comme ça. Qui se mettaient à beugler. Oui, 1 an, 15 mois, et se mettaient à beugler comme si c'était asexué, en quelque sorte. Ah ben, comme ça, hein. Oui, les hormones, oui. Mais ici, il n'y en a jamais eu. Hein. Mais en France, c'est peut-être le seul pays au monde où il n'y a jamais eu d'hormones de croissance.
Justement, au Brésil, on ne sait pas s'il n'y en a pas encore. Oui, de toute façon, à l'époque, tout le monde en faisait, ou presque. Hein. C'était d'une façon... il y avait le circuit officiel, et le circuit officiel... moi, le circuit noir, je l'ai jamais touché. Hein. Première bataille qu'on mène en 1980 contre le bœuf aux hormones, contre l'utilisation des hormones dans l'élevage. Ça se fait dans une ferme en Loire-Atlantique, où des paysans font une conférence de presse en montrant les seringues et les produits de traitement qu'on veut les obliger à utiliser pour engraisser plus vite leurs veaux en batterie. Je suis arrivé à 80 ans pour voir des choses que j'ai vues, moi. Ah oui? Ah oui, sur les bêtes, oui. C'est-à-dire? Il y a des vaches qui boitent, elles ont ci, elles ont là, les autres qui ont des corps étrangers, des maladies que je ne connaissais pas. Figurez-vous que les troupeaux en Grande-Bretagne sont atteints d'un mal mystérieux, l'encéphalopathie bovine qui rend les vaches complètement folles. À l'origine du mal, les éleveurs qui ne se contentent pas de faire brouter l'herbe à leurs vaches, pour les faire grossir, ils leur donnent aussi des déchets de viande. Et des vaches qui mangent de la viande, c'est vrai qu'il y a de quoi devenir fou. Les symptômes sont évidents. On dirait que la vache a été saoulée, elle titube, elle perd l'appétit, elle se met en rage et puis s'effondre. Les autopsies ont révélé que leur cerveau était plein de trous comme une éponge. On a quelque part un petit peu subi la loi de certains industriels qui ont voulu se faire beaucoup d'argent très rapidement et qui n'ont pas respecté un certain nombre de process de fabrication qui ont amené finalement à ce problème de la vache folle, quoi. Si on en a utilisé, c'était à notre insu qu'on ne le savait pas. Mais... Comme pour la grippe aviaire, quand on dénigrait tous nos produits de terroir. Et qu'on était plus clean que tout le monde, et qu'on nous comparait à des pays asiatiques où, moi, excusez-moi, j'ai des poulets, je ne dors pas avec les poulets. Je dors avec ma femme et je ne mange pas, les poulets ne mangent pas sur la table. Voilà, bon, c'est des caricatures qu'on va faire aussi. Vous allez dans un restaurant n'importe où en France, vous pouvez demander aujourd'hui c'est quel animal, d'où est-ce qu'il provient, etc. Alors qu'avant la vache folle, c'était impossible. Finalement, le consommateur ne savait pas ce qu'il mangeait. Donc quelque part, cette crise a eu du bon. Allez, avec le recul, on peut dire ça. Ça continue d'ailleurs. Après la vache folle, il y a eu les poulets, il y a eu les porcs maintenant. Mais bon, bien que ce soit toujours pas remis en question, le type d'agro-industrie qui fait naître des nouveaux virus, c'est quand même inquiétant, bon ça. Moi, ce que j'aimerais, franchement, c'est qu'on puisse poser ce débat-là, dire, il y a ce nouveau produit, parce que c'est un nouveau produit, l'OGM. Voilà, il existe, il permet certainement de produire plus, mais aussi de produire mieux, de produire avec moins de pesticides, de produire dans des régions où il n'était pas possible de produire, donc finalement que ça puisse profiter à tout le monde. Grâce à la découverte de la biologie moléculaire, on pense que le vivant est un grand mécano. Et que si on est capable de séparer le vivant dans le cadre de l'ADN, de comprendre tous les gènes, il suffit de les interchanger et ça suffira. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué, que maintenant les chercheurs en biologie moléculaire disent qu'on connaît à peu près 1% du fonctionnement du vivant. Donc on n'est pas du tout en mesure, et jouer les apprentis sorciers est effectivement quelque chose d'aberrant. Des plantes qui sont autonomes, on a juste à les semer, les récolter, pour moi, ça serait tip-top. J'admets, moi, personnellement, que les OGM sont utiles dans la mesure où elles permettent de produire plus. Néfastes dans la mesure où elles permettent une espèce d'atteinte, de détérioration des cultures environnantes. Aujourd'hui, avec les OGM, il y a des lobbies. Sur les OGM, on n'a pas fait les expérimentations qu'on fait sur des médicaments. Et je crois que la responsabilité voudrait qu'on dise aux inventeurs des OGM, Monsanto ou n'importe qui, nous vous donnerons l'autorisation le jour où vous trouvez le moyen qu'il ne soit pas nocif. Mais je crois que les vaches, il y a longtemps qu'elles seraient modifiées. Parce qu'il y a longtemps qu'ils en mangent, du soja OGM. Et les scientifiques, ils disent, derrière la vache, il n'y a aucune trace. Bientôt, quand on s'invitera, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faudra souhaiter bonne chance. Très belle vie. À ma façon, j'ai une vue de roi.
Moi, je vais te dire, la terre, c'est quelque chose, si tu commences à la voir, lorsque tu plantes quelque chose, tu es curieux. Tu la vois, tu la plantes, puis après 2-3 jours, après, tu vois qu'il commence à sortir, et puis après, tu vois sortir la feuille, et puis tu arroses, et puis après, c'est quelque chose qui t'attire, la voir. Et là, tu vas l'aider, tu la pioches, tu vois. Chaque fois que tu lui donnes un peu d'eau, elle te donne un sourire. Après, tu vois que tu lui donnes un coup de bénesse. Elle s'épanouit, là, elle te dit même merci, tu vois. Tu veux goûter? Je fais du saucisson bio alors. Ah, c'est pas bien bio. Et tu crois que c'est bio, c'est bio. Bio, il n'y en a pas. Laisse-les dire. Bio, il ne faut rien. Il faut être au kilomètre. Le vent y est, alors c'est pas bio, hein. Il y en a qui traitent tout. Bon, moi, comment tu veux que ce soit bio? Le blé, il n'est pas bio. Je lui donne à manger le blé, hein. Il n'est pas bio. Ah ouais, bio. Vous y croyez, vous? Ça, c'est... On n'a pas l'agrément bio, mais on pourrait pratiquement être considéré comme bio, quoi. On n'est pas des gros consommateurs d'engrais, de pesticides, de médicaments pour les bêtes. On fait le minimum, quoi, je dirais. Je suis un peu sceptique parce que j'ai tellement vu la période de pénurie pendant la guerre. Je me dis, quand je vois qu'on essaye de faire du blé sans désherbant, du machin comme ça, alors ça me laisse sceptique. Le bio, moi je vais être franc, moi je pense que c'est pas avec du bio qu'on pourra nourrir la planète. Si demain, tous les agriculteurs français se mettaient à faire du bio, c'est évident que la production chuterait complètement et puis on n'aurait pas assez de denrées alimentaires. Alors elle serait certainement produite ailleurs, quoi. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Est-ce que c'est ce choix qu'on veut faire? Moi, je pense pas. Qu'on subventionne l'agriculture biologique, moi je suis pas d'accord. Hein, parce que ceux qui achètent des produits biologiques sont des gens qui ont des moyens. La ménagère dont le mari travaille, qui est au SMIG, n'achète pas des produits biologiques. Bon. Hein. Donc c'est pas la peine de subventionner des gens qui n'ont pas besoin de l'être. Bien. Deuxièmement, il faut quand même un peu réfléchir et éviter d'être un peu trop égoïste. Parce que dans le tiers-monde actuellement, les gens meurent de faim. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a un ancrage de l'agriculture intensive dans la psychologie du monde agricole. Alors ce que je dis n'est pas politiquement correct, mais je l'assume pleinement, où on a quand même des difficultés à faire prendre conscience qu'il y a d'autres voies qu'une agriculture intensive. On avait toujours un petit sourire quand les gens nous rencontraient. Ils n'y croyaient pas. On était un peu les originaux, les marginaux. Et on était une vingtaine, et puis on s'est dit que il fallait vraiment continuer dans cette voie-là. Elle est beaucoup plus difficile à mener, et là c'est l'agronome qui parle. Techniquement, être agriculteur biologique, c'est beaucoup plus exigeant qu'être un agriculteur en technique conventionnelle. Et si on ne veut pas accepter une différence de prix pour un produit bio, et je suis favorable à l'agriculture biologique, très favorable, ça veut dire qu'on ne reconnaît pas son coût de revient et surtout sa pratique. Parce que c'est sa pratique qui génère un coût de revient plus élevé. Moi, je suis agriculteur français, je veux bien faire des efforts. Hein, mais après, il ne faut pas non plus que le consommateur il aille acheter son blé en Ukraine, son soja aux États-Unis ou ailleurs, hein, ou sa fraise biologique qui vient de Chine. Hein, non, mais attendez. On fait venir des pommes de Nouvelle-Zélande bio, c'est formidable. Elles ont traversé la planète pour arriver bio dans notre assiette après avoir pollué le maximum. Ah, c'est génial, quoi, hein.
Maintenant que j'ai de la terre ici, je suis enracinée ici, je me rends compte que je ne pourrais pas partir d'ici. Enfin, j'aurais plus de mal d'en partir, quoi. Et je crois qu'il y a une relation très forte à la terre. Et ça, je suis très surprise parce que moi, c'était pas du tout ni mon éducation, ni, tu vois, et je pense que c'est le fait d'être parti de rien sur cette terre et d'avoir tout fait qui a fait que maintenant je me sens vraiment plus enracinée ici, quoi, que si j'avais habité dans une ville, il me semble. Hein. Eh bien, malgré toutes les conditions difficiles, ce qui nous a fait tenir sur ce lieu, c'est sa beauté. Parce qu'on s'est dit, nous avons l'essentiel. On est nourri intérieurement, et bien maintenant, on va retrousser nos manches et on va se nourrir notre corps et produire en quelque sorte notre économie et vendre nos biens sur le marché, nos productions de fromage, etc. Mais on aura acquis, moi je m'estime totalement privilégié. J'estime que la vie m'a vraiment comblé de me permettre comme ça de vivre dans la beauté et d'être utile à mes semblables. En 1980, la grande distribution, dans les filières fruits et légumes, 5% de part de marché. Hein. Aujourd'hui, 92% de part de marché. La gauche a complètement porté le développement de la grande distribution parce qu'il fallait des grands magasins pour avoir la marchandise pas chère pour le bon peuple de France. La standardisation qu'impliquait le travail avec la grande distribution était beaucoup plus exigeante que l'était le marché classique de l'épicier ou de détaillant ou du petit commerce. On donne des règles de qu'est-ce qu'est une belle tomate. C'est une tomate qui est ronde, rouge, ferme. Il ne faut pas qu'il y ait telle griffure, il ne faut pas qu'il y ait tel défaut d'aspect, il ne faut pas qu'il y ait telle salissure. Il faut qu'un jambon soit de telle forme, il faut qu'un vin ait tel goût. Et bien sûr, aujourd'hui, il faut du copeau de chêne si on n'est pas foutu de le faire dans des barriques, etc. Le consommateur achète ce qu'on lui donne et ce qu'on veut bien lui vendre et ce qu'on dit. Et nous, on est obligé de faire en fonction de ce qu'on nous demande, quoi. Donc, moi, j'ai un jardin, j'ai des arbres fruitiers, je les mange tels que. Même s'il y a un verre à l'intérieur, le verre je le retire, ils sont quand même nettement meilleurs. Mais le consommateur français n'est pas prêt à accepter ça. Le produit qui est beau, particulièrement dans le fruit et dans les légumes, avant même que d'être bon. On achète d'abord avec les yeux, et après on aime ou on n'aime pas. Et puis même les goûts changent. Alors que hier, c'était le goût qui était prioritaire dans la démarche de l'échange et du produit, quoi. Pour gagner de l'argent, il n'y a pas 36 façons. Il faut vendre, il faut faire ce qu'ils ont. Aujourd'hui, on vous dit le chardonnay, les gens boivent du chardonnay. Bon, je pète du chardonnay, j'ai du chardonnay buvable 6 ans après. Mais dans 6 ans, le mec, il a changé. Il n'aime plus le chardonnay, il aime le petit verre d'eau. Je suis comme un con, ma vie, le chardonnay. Je suis comme un con. On lui a dit la viande rouge est trop dure, il faut de la viande blanche. Hein. On a fait du veau en batterie pour faire de la viande blanche. Vous savez ce que c'est une viande blanche? C'est une viande anémiée. Une viande anémiée, c'est une viande où il n'y a plus de fer, c'est une viande où il y a trop de globules blancs. Mais elle est plus tendre. Donc ça fatigue moins les mandibules. On lui a demandé de faire ça, il l'a fait. C'est qu'un exemple parmi d'autres. On lui a demandé de faire du poulet pas cher. Avec 2 kilos de céréales, il a fait 1 kilo de poulet. Les poulets de ma mère, ils ne bouffaient pas 2 kilos de céréales. C'était des poulets. Seulement, il fallait les faire cuire 1 heure. Non mais, attendez, on ne fait que répondre aux attentes de la consommation, avec bien sûr des enjeux économiques, avec les transformateurs, les industriels, les distributeurs. Je ne nie pas les rapports économiques, je ne nie pas tout ça. Mais in fine, on a demandé à l'agriculture de produire pas cher, parce qu'en produisant pas cher, elle a apporté du pouvoir d'achat pour faire d'autres types de dépenses. Quand on fait des enquêtes sur l'intention d'achat à l'entrée d'un supermarché, il y a à peu près 48% des gens qui disent « on va acheter un poulet label ». Sortie de caisse, on est à 24%. Alors que le poulet label, en plus, c'est un produit qui n'est pas très très cher. On est aux alentours de 5,50 €, 7 € le kilo, donc ça reste abordable. Bien sûr, le poulet Pâques, 81 jours en claustration, il vaut la moitié. Sous prétexte que les consommateurs en demandent,
on allait nous faire produire n'importe quoi, alors qu'aux consommateurs, on leur fait bouffer ce que l'on veut. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met des tomates toute l'année sur un étalage, forcément, en faisant des promotions et du marketing, il y a une certaine manipulation qui fait que le légume le plus consommé à l'heure actuelle en France au mois de janvier, c'est la tomate. C'est la folie, quoi. C'est une folie totale. Qu'est-ce que c'est ce caprice d'avoir absolument la fraise pour Noël? Qu'est-ce que c'est ce caprice d'avoir des melons en heure de saison? Qu'est-ce que c'est cette histoire? On a en face de nous ce qu'on appelle la grande distribution, représentée par des centrales d'achat qui sont extrêmement fortes. 4 centrales d'achat qui se voient, c'est interdit, mais elles se voient. Se passe un coup de fil, le lait, j'achète tant, le vin, j'achète tant. Aujourd'hui, là, Leclerc, tu vas être le champion, tu vas casser les prix. La prochaine fois, c'est Carrefour qui va le faire. Bon. L'agréeur de Casino ou de Carrefour qui me refusait une palette ou quoi que ce soit, là, je voulais prendre ma voiture et le tuer. C'est rare, quoi. Mais d'abord, vous avez bien vu dans les manifestations, la marge bénéficiaire des agriculteurs et celle de Leclerc et compagnie. Il y a une différence considérable. Nous, on n'y est pour rien dans la grande marge. Quand on voit le prix au supermarché et puis nous, ce qu'on vend, il y a des marges trop énormes. Et alors là, on se disait que les œufs, peut-être que non. Eh ben si, avec les œufs, c'est pareil. C'est pareil. Quand en fin de l'année, le directeur de l'hypermarché nous convoquait, il nous disait c'est super, on a fait un très beau chiffre d'affaires et vous, très contents. Nous allons augmenter tout ça dans l'année qui vient, mais pour être encore plus un débouché pour vous, il va falloir nous donner 5% sur le chiffre d'affaires qu'on vient de faire dans l'année écoulée. C'est-à-dire qu'on a découvert des marges arrière, quoi, qui étaient très vite en application, quoi. Et nous, alors là, si vous avez fait des bénéfices grâce à nous, c'est plutôt l'inverse qui devrait se passer, quoi. Ah non, 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 ça s'appelle une participation publicitaire, mais ça va nous aider à être encore plus efficace et d'augmenter le chiffre d'affaires que l'on fait avec vous. On passe par la grande distribution où on est mort. C'est-à-dire que la loi du plus fort, si c'est le distributeur ou le transformateur, il impose sa loi au producteur. Et vous, vous produisez à temps ou vous crevez. On est les fabricants de matières premières. Et que c'est pas là que se fait le bénéfice. On industrialise, on massifie, on veut faire des tomates comme des Twingo, on va dans le mur. Et je suis allé dans le mur. Ça coûte très cher. Et de toute façon, on n'investit pas quand on investit, on n'investit pas pour 1 an, pour 2 ans. On s'engage pour 5, 7 ans, 10 ans, 15 ans. Personnellement, moi, c'est ce qui m'affole depuis 7-8 ans, c'est le prix du matériel qui a fortement augmenté. C'est une catastrophe. Jusqu'à encore 7-8 ans, c'était, on va dire, raisonnable, mais aujourd'hui, j'ai acheté une batteuse, c'est le prix d'une maison. Une maison, c'est pour la vie. Une batteuse, au bout de 10 ans, c'est un tas de ferraille. Il faut compter, allez, minimum 45 000 €. Ça va de 200 à 300 000 €, ou même plus. Ça dépend des machines, hein. Oui, si on prend tout bout à bout, avec des cueilleurs, avec tout ça, quoi. Puis il y a des machines bien plus chères. Des machines à betterave, ça coûte bien plus cher. C'est à la banque. Tout est à la banque. Des emprunts énormes, oui. Ah, mais c'est vrai que le Crédit Agricole vit bien, mais c'est la plus grande banque de France maintenant, le Crédit Agricole. Oh, vous savez, je suis qu'un pauvre paysan. Le blé, ça paye pas. Ça paye, oui, si on veut, ça paye quoi? Ça paye la semence, quoi. Je fais un peu la vigne, parce que dans ma région, on fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Moi, que j'ai rien, j'ai peut-être dans les 85 hectares de vigne. Mais la vigne, ça paye pas. Ça veut payer. Pour vous dire, sur le GAEC, moi, j'ai un... Parce qu'on, enfin, c'est pas un salaire, c'est une rémunération par mois. On se met chacun... Je prends 2 000 € par mois. On travaille pour une misère, hein. C'est entre 1000 et 1500, mais des fois, c'est rien. Il y a des mois où c'est rien du tout. 1000 et 1500 par personne? Ben non. 1500 pour 2.
Mais non, mais c'est pas une vise. Alors, c'est de la torture morale. C'est ça qu'est la torture morale. C'est de devoir de l'argent, d'avoir beaucoup d'emprunts et qu'il va falloir rembourser un jour. Hein. Je ne sais pas s'ils vont tenir le coup. Hein. Parce que, de toute façon, il n'y en a pas beaucoup qui ne sont pas endettés. Hein. Et ils s'endettent. De plus en plus. Mon voisin, en ancien franc, il a 500 millions de dettes. C'est de l'endettement intelligent, je veux dire. On s'est endetté, mais on a acquis un confort de travail. Et l'illusion, c'est que le tracteur travaille pour vous, alors que c'est vous qui travaillez pour lui. On a vécu avec l'argent qu'on avait gagné. On a investi avec l'argent qu'on avait gagné la veille. Aujourd'hui, ils travaillent avec de l'argent qu'ils gagneront le lendemain. Et s'ils n'en gagnent pas, ils font faillite. On n'a pas le droit à l'erreur, hein, aujourd'hui. La Révolution verte a été silencieuse. Aujourd'hui, ce sont des drames plus intimes qui se déroulent dans le silence, liés à la pudeur des paysans et à la gêne des institutions agricoles. En Europe, une ferme cesse son activité toutes les 3 minutes. L'endettement, la faillite, la liquidation judiciaire poussent à bout un nombre croissant de paysans. On est debout, on rentre dans un tout petit bureau. Le juge, ses collaborateurs, assesseurs, le greffier, tout ça, et on reste debout. L'avocat aussi. Et le juge ne vous adresse pas la parole. Il s'adresse à vos avocats. Il a une comptabilité, le monsieur, là? Ça, c'est pas mal, ça. Hein, ça, il faut le vivre, ça. On est une merde. Hein. Tu as beau être patron... Enfin, socialement, je veux dire, c'est pas rien, quoi. C'est pas... T'es une merde. Ça, il faut le vivre, ça. Ça, c'est excellent. Donc, chaque fois qu'on va se retrouver dans le... Eh bien, ça va être la même chose. Oh, grande respiration. Et puis après, on va dérouler tout ça, quoi. On va faire la preuve qu'on est capable de continuer de tenir. Puis il faut tenir. Nous, ça s'est passé il y a 10 ans. On en sort, là. On est un peu content d'en être sorti. Et d'avoir tenu. Moi, je leur dis merci à ces gens-là. Merci. On va leur donner des leçons de vie. Mais bon, qu'est-ce que j'aurais eu envie de vous envoyer une tarte dans la gueule ce jour-là? On s'accroche à ce qu'on a. On a un travail. Souvent, on ne raisonne pas jusqu'au bout qu'on paye pour travailler. Quand on est en train de bouffer l'héritage, voir la génération d'avant qui s'est engagée, qui a signé des cautions, etc., on ne travaille pas pour être payé, on paye pour travailler. Pour moi, c'est une maladie honteuse, oui. Ah oui, j'en ai pas parlé pendant longtemps. Je ne le disais pas. Je ne le disais pas. On ne parlait pas. On a 4 ou 5 voisins ou amis qui ont été jusqu'au suicide. Vous vous rendez compte, c'est fou. C'est lourd quand même, arriver à des extrémités pareilles pour le fait de n'avoir pas réussi dans son travail. C'est dur. Attention, on va surveiller, on va regarder un petit peu. Donc, Batavia blonde, c'est bon. Batavia blonde, c'est bon. Batavia, ah non, erreur, Batavia rouge. Et ça, c'est 2004, et c'est là qu'on devient des révolutionnaires. Je lis un article sur les AMAP. Bon. Et je découvre ce monde-là d'agriculteurs. L'article, je ne le comprends pas tout de suite. Je me dis, mais on est où, là? On est chez les bisounours, là? C'est quoi ce système? Tous les premiers producteurs qui nous ont téléphoné parce que finalement, économiquement, ils ne s'en sortaient plus et c'était une bonne solution pour eux. Alors je dis à Brigitte, on va appeler monsieur et madame Villon et on va aller les voir. Oh là là. Alors là, franchement, je dis, on est sur une autre planète. À ce moment-là, je me suis dit, quand je suis allé voir et que j'ai été extrêmement bien reçu par Daniel et Denis, j'ai dit, là, on est sur une autre planète. Là. Et bien, cette planète, on va y aller. Il y a certainement plus de 2000 AMAP en France. Ah bon, alors c'est vrai qu'au début, on a eu soin de les transmettre
de transmettre cette expérience d'AMAP. Ce qui m'importait beaucoup, c'était retrouver cette reconnaissance. Tu es agriculteur. Et cette reconnaissance, eh bien, je ne l'avais pas de M. Casino, M. Carrefour, M. Système U. Je l'ai énormément de toutes les familles de consommateurs. Le consommateur doit venir visiter l'exploitation avant de s'engager. On lui explique bien le type de notre mode de production. Ah, on se régale. Ah, c'est bon. Ah, on retrouve. Ah, et tiens, et ça, comment tu le fais? Et ça, alors moi, on me donne des conseils de cuisine. Et dans sa confiance, il s'engage financièrement à payer la production sur 6 mois. C'est un système de révolution. C'est-à-dire que tous les consommateurs, toutes les familles qui chaque semaine viennent chercher leur panier de légumes, elles décident quoi? Elles se disent, on ne va plus pousser le caddie. Donc choisis une bien rouge, une bien bonne. Celle-là, une bien bonne, oui, oui, oui. Yeah. Alors comment elle est cette tomate? Comment tu la trouves? Elle est là. C'est un acte citoyen. Pour nous, moi je prends ça comme une stratégie. C'est une bonne stratégie pour nous en sortir. Les gens pour mieux manger et nous pour continuer comme ça. C'est une bonne stratégie, voilà. Au Japon, le terme, alors je crois que je ne sais pas si c'est un terme ou c'est du japonais, je ne connais pas bien le japonais, qui décrit les AMAP, c'est Taikipe et ça veut dire le visage de l'agriculteur dans mon assiette. C'est ça en fait. Pas tous les agriculteurs pourront faire ça, quoi. Il y a un créneau, il y a une place pour un certain nombre, mais... Alors on est dans une agriculture raisonnée, mais on continue à consommer des produits. Et moi je dis, voilà, j'étais dans cette agriculture-là, je change d'agriculture. Et voilà quel est le résultat d'un point de vue écologique et aussi d'un point de vue économique. Et c'est ça les petites fermes à échelle humaine, le réseau local. Le paysan, il a toujours produit pour nourrir ses voisins. Mais justement, ce qui s'est passé après, c'est qu'il s'est mis à nourrir ou à produire pour des populations qui ne savaient même pas où elles sont. Et c'est là où on a perdu le lien et la mission. Parce que pour moi, cette mission, elle se situe dans la proximité. Et à partir du moment où on est dans une époque mondialisée, on nourrit un marché. On ne nourrit pas la France, on nourrit un marché. Et en nourrissant ce marché, on ne sait même pas qui. On nourrit, d'où la déresponsabilisation. Tout ce qui va dans le sens du développement d'une agriculture biologique, paysanne, c'est-à-dire des gens qui se lèvent le matin, qui vont bosser, qui ne font pas que faire bosser des gens, qui ne gèrent pas que des fonds de pension, c'est une agriculture d'avenir. Et ça va repeupler les campagnes. Cette histoire n'est donc pas finie. En 2 mots bien sentis, en quelques phrases ou en silence, les paysans se posent sans cesse ces questions fondamentales pour eux et pour nous. À quoi servent-ils? Qui doivent-ils nourrir? L'industrie ou les hommes? Comment produire? Ils réfléchissent aussi aux révolutions à venir, en étant pleinement conscients de la place qu'ils doivent prendre demain. Si demain il n'y a plus d'agriculteurs dans le monde, tout le monde meurt, quoi. Vous croyez que vous mangez pendant combien de jours? Paris, par exemple. Paris. 3 jours. Ça va être de la friche, partout. Ouais, vous rigolez, hein? Ben non. Et toutes les terres, là, ouais, en friche? Mais non, pas, moi j'y crois pas. Hein. Non, c'est pas possible. Un pays qui ne produit pas est un pays qui s'appauvrit. Quand je vais dans le Nord, il y a les patates, quand je vais dans le Languedoc, il y a du vin, quand je vais en Savoie, il y a les vaches, quand je vais, etc., etc. C'est ça qui fait. Si, quand je vais en Savoie, il y a des panneaux solaires, dans le Nord, des panneaux solaires, et ici, des panneaux solaires, il n'y aura que des gens qui seront des gardiens de panneaux solaires. Et on fera une communauté de gardiens de panneaux solaires. Et le président de la République sera le fils d'un gardien de panneaux solaires. Qui c'est qui fauche les prés tout à travers la vallée? Qui c'est qui fait manger les pâturages pour éviter les incendies, les avalanches l'hiver? Quand il se promènera avec ses copains un soir d'été, sans entendre une cigale, au milieu de panneaux solaires, ça va lui faire drôle.
Ça va lui faire drôle, le camarade. C'est le seul métier qui soit indispensable. Tous les métiers sont utiles, le vôtre aussi maintenant. Dans le temps, ils n'existaient pas, mais ils sont utiles. Mais le seul qui est indispensable, c'est le métier d'agriculteur, de paysan, celui qui nourrit la population. S'il n'y a pas ces gens-là, tout s'effondre. Une évidence que l'on aurait oubliée. Ces voix entendues dans nos campagnes ne nous sont pas si étrangères. Comme leurs pères, leurs mères, et avant eux nos grands-parents, ils sont gardiens de notre alimentation, de nos paysages, mais aussi d'une histoire. Notre histoire. 5 générations de terriens. Oui. Et puis ça s'arrête. Je sais pas. C'est-à-dire, si t'as recommencé, probablement je recommence. J'ai trop aimé mon métier, ma terre. Et ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Je suis la dernière génération de viticulteurs. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai préféré vendre que t'arracher. Parce que vendre, ça va continuer si j'arrache. Le carrelage, c'est fini, tu sais plus quoi faire. J'ouvre les portes de ma chambre, je vois les lignes. Je sais pas si je vais supporter quelqu'un de travailler en place là. Je sais pas. Je pense que je vais plutôt arracher, plutôt que de voir quelqu'un travailler les vignes. Je pense que ça aussi, je peux pas. Je peux pas parce que je peux pas, quoi. Dans 15 jours, tu vas passer chez le notaire pour signer l'acte de vente. Je vais trembler. Je vais trembler. Oui, mais on faisait tout à la main, tout. Sauf la Marseillaise Et dès que le jour de son mariage, elle était très Non. Ils sont fatigués et tout. C'est vrai. Allez, jeunes, c'est vrai. Dites-lui. Sinon, je vous débauche. Travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait loup. Creusez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père meurt, les fils vous retournent le champ, de ça, de là, partout. C'est bien qu'au bout de l'an, il en remporta davantage. D'argent, point de cachet, mais le père fut sage de leur montrer, avant sa mort, que le travail est un trésor. Bon, bah ça y est, c'est fini. Ah non. Non, catégorie. Ah non, non. J'ai assez causé.
Voilà, comme ça se passe.